Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'éducation financière. Peut-être avez-vous vu des pubs Facebook ou YouTube où l'on vous promet que l'on va transformer votre vie grâce à cette dernière et que vous allez devenir libre financièrement. Alors bon, on oublie souvent de dire que cela vous coûtera une formation de plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Pourtant, l'éducation financière, c'est un concept qui reste simple. Donc je vous propose de partager les bases de cette dernière. Pour simplifier, l'éducation financière est indissociable de l'état d'esprit, le fameux mindset que l'on entend si souvent chez nos amis formateurs. Alors que ce soit l'éducation financière ou le mindset, ce sont des termes que l'on voit un peu partout. Alors je souhaitais donc apporter ma pierre à l'édifice à travers cette vidéo, car je trouve qu'on en fait souvent beaucoup pour un concept qui reste, comme je l'ai déjà dit, relativement simple et que l'on peut résumer rapidement. Du coup, je vais utiliser 3 graphiques pour réaliser cette vidéo qui vont s'appuyer sur 3 livres bien connus dans le domaine. Et je vais compiler avec mon avis sur le sujet. Alors pour commencer, c'est quoi l'éducation financière? Eh bien je dirais que c'est notre capacité à gérer notre argent personnel. Pourquoi certaines personnes réussissent à vivre très bien avec peu et d'autres gagnent beaucoup, sont endettées et ont du mal à finir les mois? En réalité, je pense que l'éducation financière joue un rôle clé dans cette situation. On peut gagner 6 000 euros par mois et avoir un train de vie qui dépasse ce montant. Par exemple, dépenser 6 500 euros par mois, ça va assez vite, hein, une voiture à crédit, une belle et grande maison à crédit, des abonnements payants, des sorties tous les jours, des voyages, des achats de luxe, bref, on peut très rapidement dépenser des montants importants. Ou alors, on peut gagner 1 500 euros, vivre simplement et investir chaque mois 150 euros. Dans le premier scénario, on sera toujours sur la ligne jaune. Dans le second scénario, eh bien, on aura 370 000 euros au bout de 40 ans si on le place à 7%, avec seulement 150 euros par mois. Alors le premier point que je trouve intéressant à étudier et déterminer, c'est quel est notre profil. Pour cela, on peut utiliser un graphique tiré d'un premier livre, ou plutôt d'une théorie développée par Robert Kiyosaki dans son livre Le cadran du cash flow. Alors attention, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. J'ai parfois l'impression que certains sont dans une secte et qu'il s'agit d'un gourou. Ce qui compte, c'est d'avoir une vue d'ensemble du concept. J'apprécie par exemple comment il vulgarise l'éducation financière. C'est pour cela que je vais reprendre son graphique. Donc pour commencer, c'est quoi le cadran du cash flow? La théorie est simple, on peut diviser notre profil à travers 4 positions dans un cadran. À gauche, les employés et les travailleurs indépendants, par exemple les professions libérales. À droite, les entrepreneurs et les investisseurs. Pour la faire assez courte, dans le livre, il vaut mieux être à droite qu'à gauche. Cela pour une raison simple, à gauche, on travaille pour de l'argent, on échange notre temps contre de l'argent, à droite, l'argent travaille pour nous. Toujours pour faire simple, à gauche, on peut imaginer un employé dans une grande surface qui travaille 35 heures par semaine. Il est payé pour ce temps passé. Il ne peut pas gagner plus, à moins de demander une augmentation ou de faire des heures supplémentaires. Pareil pour les travailleurs indépendants, un kiné va enchaîner un certain nombre de clients dans la journée. Il peut en faire plus pour gagner plus, mais il vendra toujours son temps pour de l'argent. De l'autre côté, on a notre entrepreneur. Lui, c'est l'inverse. Il a des employés qui travaillent pour lui. Dans son cas, il n'est pas limité par son temps. Il est limité par le développement de son entreprise. Plus elle grossit, plus il gagne d'argent. Plus il délègue de tâches, plus il a de temps. Et en déléguant, il espère avoir une plus-value, donc encore plus d'argent. Enfin, on a notre investisseur. Ce dernier investit dans des actifs qui vont générer des revenus. Il pourra ainsi vivre de sa rente. Par exemple, des actions à dividendes en bourse. Alors vous pouvez d'ailleurs voir ma vidéo à ce sujet. L'immobilier avec les loyers, l'immobilier papier, les obligations, etc. Comme pour notre entrepreneur, c'est son argent qui travaille pour lui. Il n'est pas limité par le temps. Plus il investit, plus il souhaite gagner d'argent. Bon, je pense que vous avez compris la logique. Maintenant, la base est intéressante, mais ce n'est pas parce que vous êtes salarié que vous ne pouvez pas être un investisseur. Je connais des investisseurs immobiliers qui travaillent comme salariés, alors qu'ils ont un très beau patrimoine. On pourrait dire que leur travail salarié paye leurs impôts. Et puis, ils aiment bien aussi leur travail. Pour prendre un exemple connu, dans un de ses livres, Tony Robbins présente l'histoire du postier Johnson. Ce dernier a travaillé 27 ans chez UPS et a investi 20% de son salaire dans l'action chaque mois. En réinvestissant les dividendes et en laissant son capital grimper en même temps que l'action, ce dernier avait 700 000 $ en 1952 au moment de partir à la retraite. Et 40 ans plus tard, en laissant l'action prendre de la valeur, la valorisation de son portefeuille était de 70 millions de dollars. C'était un employé, cadran de gauche, qui a investi dans une action, versant un dividende, cadran de droite. On peut être dans les deux. Mais attention, tout n'est pas binaire. Il faut relativiser. On peut trouver des cas qui ne fonctionnent pas. Prenons un commercial, il a un fixe, il serait donc salarié. Mais ensuite, il a des commissions sur les ventes. Je connais des commerciaux qui gagnent très très bien leur vie, surtout dans la tech,
qui travaillent très peu et ont beaucoup de temps à eux. Une fois qu'ils ont les contrats, ils ont juste à renouveler les licences 1 ou 2 fois par an. Alors bien entendu, on a aussi le cas inverse de commerciaux qui triment pour pas grand chose dans des secteurs qui vont être moins porteurs. Tout cela pour dire que c'est intéressant d'avoir ce cadran dans la tête pour fixer un cadre et savoir où on se situe et toujours s'en rappeler. Il ne faut pas non plus partir dans du n'importe quoi. On lit des choses sur internet qui peuvent me rendre un peu fou. On nous propose de devenir notre propre patron, de gagner un maximum en faisant le moins de choses possible. En 6 mois, on aura quitté son boulot, la rat race, la vie métro boulot dodo, pour aller se bronzer en continu sur une plage de sable fin. Clairement, devenir entrepreneur, premièrement, c'est pas ça. C'est beaucoup de travail, surtout au début, des responsabilités, et ce n'est pas pour tout le monde. Il n'y a pas que des beaux côtés. Et la même chose, ce n'est jamais simple d'investir, même si on vous promet le contraire. Il faut faire des choix et prendre ses responsabilités. Généralement, quand on vous dit que c'est facile, qu'il suffit de copier-coller, c'est qu'on a quelque chose à vous vendre, et l'affaire la plus rentable sera pour celui qui a quelque chose à nous vendre, et pas pour nous. Donc maintenant qu'on sait où on se trouve, alors si vous êtes à droite, bon, vous êtes déjà bien placé. Par contre, si vous êtes à gauche, vous souhaitez peut-être basculer vers la droite, sans pour autant quitter à gauche. Et oui, beaucoup de personnes aiment leur métier et ne souhaitent pas le quitter. Ou alors, vous souhaitez passer à droite dans le cadran pour le quitter plus tard. Dans tous les cas, on passe à la seconde étape. Pour cela, je vais utiliser un second livre. D'ailleurs, vous trouverez les liens vers les livres dans la description. Il s'agit de L'homme le plus riche de Babylone. Ce livre a été écrit en 1926 par George Samuel Jackson. On trouve la base de réflexion pour passer du côté droit du cadran à travers plusieurs histoires. Mais surtout, des principes que je trouve simples et logiques, qui pour moi sont la base de l'éducation financière et qui ont d'ailleurs été repris par tous les vendeurs de formation dans cette thématique. Dans le livre, il s'agit d'un enchaînement d'histoires dans desquelles on peut ressortir les points clés de l'éducation financière. Avant de voir les 7 commandements dans le livre, on peut indiquer que le premier enseignement important et que je rejoins totalement, c'est que notre réussite vient des efforts que l'on fait et de notre savoir-faire. Comme on dit, pas d'effort, pas de récompense, no pain, no gain quoi. Le second enseignement que l'on peut mettre en avant, c'est que la préparation de son projet est essentielle pour atteindre ses objectifs. Si vous souhaitez devenir rentier dans 25 ans, alors planifiez vos objectifs et faites des étapes intermédiaires de contrôle pour être sûr que votre plan se déroule sans accroc. Alors, mais surtout, dans le livre, comme je l'ai dit, on trouve 7 commandements pour réussir son éducation financière. Alors, je vais vous les présenter. Le premier, c'est de commencer par générer des revenus. Il faut d'abord générer de l'argent pour investir. C'est difficile de financer 40 appartements en 6 mois avec un financement à 110% de la banque si vous n'avez pas de salaire. Il faut donc des ressources. Alors par salaire, ici je veux dire des sources de revenus. On peut très bien être salarié ou travailleur indépendant. Cela ne pose pas de souci si on respecte la seconde étape, mais c'est important d'avoir des revenus, il faut commencer par ça. Cette seconde étape, c'est de contrôler ses dépenses. Les dépenses augmentent souvent de manière proportionnelle aux revenus. Donc il ne faut pas confondre dépenses obligatoires et achats plaisir. Même s'il faut se faire plaisir de temps en temps, bon, à moins qu'on soit bien entendu minimaliste. Il faut donc chercher ce qui est utile, ce qui est inutile dans ces dépenses pour conserver uniquement l'utile. L'objectif, conserver 10% minimum de ses revenus pour les investir. D'ailleurs, en complément, vous pouvez regarder la vidéo comment investir 100 € par mois en bourse. Le troisième commandement, c'est donc d'investir ces 10% ou plus pour faire fructifier son argent. Notre argent doit travailler pour rapporter de nouveau de l'argent, et ainsi de suite. C'est le principe des intérêts composés que je présente dans ma vidéo sur les actions à dividendes. Ici, en investissant, on passe à droite dans le cadran du cash flow. Alors pour cela, je vais faire une petite aparté sur un autre livre de Robert Kiyosaki. Ça sera d'ailleurs le 3e livre dont je parlerai dans cette vidéo. Il s'agit de Père riche, Père pauvre. Dans ce dernier, il développe entre autres la notion d'actif et de passif. Bon, vous me direz que c'est connu déjà depuis longtemps en comptabilité. C'est juste que cela permet de résumer facilement sa pensée. Alors un actif vous rapporte de l'argent, on vous paye pour le posséder, de l'immobilier locatif, les dividendes, les obligations, la location de biens, de terrain, alors que les passifs vous coûtent de l'argent. Voiture, canapé, ordinateur, maison, oui, même votre maison. C'est souvent un débat d'ailleurs, car pour qu'il passe dans la colonne actif, cet actif doit vous payer. Lorsqu'on possède une maison, c'est nous qui payons. On paye la banque, la taxe foncière, toutes les réparations de ces dernières sont à nos frais, on doit gérer l'espace extérieur, donc cela coûte de l'argent. L'hypothèse de la vente n'est pas retenue car elle est hypothétique et l'actif doit nous financer. On doit toucher de l'argent régulièrement en possédant ce dernier. Ici, ce n'est pas le cas, c'est donc important de différencier ce qui fait travailler l'argent, l'actif, de ce qui coûte de l'argent et n'en rapporte pas, le passif. Dans l'immobilier locatif, par exemple, c'est le locataire qui nous finance le bien. Dès lors, on peut par exemple se faire une liste des biens que l'on possède en actif et en passif. L'objectif est d'avoir en finalité plus de choses dans la colonne actif. Plus on en a, plus cela générera de l'argent dans le temps.
Le quatrième commandement, c'est que l'on doit protéger son capital, son argent. C'est notre précieux en quelque sorte. Il faut donc éviter de perdre notre capital investi, c'est lui qui travaille pour nous. On investit dans des actifs de bon père de famille, entre guillemets, avec un rendement peut-être plus faible, mais plus sûr. On trouve d'ailleurs deux autres enseignements dans le livre. L'argent, bon, à l'époque de Babylone, c'était de l'or, échappe à celui qui investit sans but dans des entreprises avec lesquelles il n'est pas familier. En résumé, il ne faut pas tenter la dernière biotechnologie ou start-up à la mode, on ne sait pas si cela fonctionnera. Par contre, on a peu de risques en achetant une action McDonald's. De même, l'argent fuit aussi celui qui cherche à avoir des gains impossibles ou qui suit le conseil séduisant de fraudeurs. C'est un bon avertissement, je trouve. Le cinquième commandement est de posséder son propre toit pour soi et sa famille, être propriétaire. Ainsi, au bout de plusieurs années, même si ce n'est pas un actif, on économise en finalité un loyer, même s'il reste d'autres charges comme je l'ai dit précédemment. Le sixième commandement est de s'assurer un revenu pour l'avenir. Je pense que ce conseil est très important. Il faut prévoir des sources de revenus pour sa famille dans le futur. Il ne faut pas compter sur l'État ou sur quelqu'un d'autre. Il faut donc se créer soi-même son revenu à travers ses investissements. Par exemple, au rythme actuel, on n'est pas vraiment sûr d'avoir une retraite. Donc pour pouvoir financer ses vieux jours, c'est plus rassurant, je trouve, d'avoir ses propres sources de revenus. Et à ce moment-là, être propriétaire sans loyer prendra également tout son sens. Le septième et dernier commandement, c'est d'acquérir des nouvelles connaissances. Donc, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Le monde change rapidement. Lorsqu'on investit, il y a des nouvelles règles qui apparaissent, fiscales par exemple. Il faut donc toujours s'informer et se former pour acquérir des nouvelles compétences qui permettront de faire des nouveaux investissements. Vous entendrez d'ailleurs beaucoup les vendeurs de formation vous dire qu'il faut investir en vous-même, de préférence à travers leur formation à 5 000 €. Mais vous pouvez commencer par des livres à 10 ou 20 €, ou si vous êtes comme moi et que vous préférez l'audio, prenez des livres audio. Vous l'avez compris, avec l'éducation financière, plus on commence tôt à utiliser ces principes, plus on peut se fixer des objectifs hauts. C'est essentiel, si on investit 100 € par mois à l'âge de 20 ans, à un taux de 9%, après 40 ans, on aura un patrimoine de 422 000 €. Avec seulement 100 €, oui, moins de 4 € par jour. L'éducation financière, c'est donc une vision sur le long terme. Prenons un autre exemple pour montrer que la vision long terme est intéressante à travers un scénario. Imaginons que je souhaite acheter une piscine. Sa construction coûte 10 000 €. Et je ne compte pas les charges. Imaginons que j'ai 10 000 € de côté. J'investis dans la piscine, j'ai désormais 0 €. Il me reste en plus les charges à payer tous les ans. Maintenant, le même scénario. Je place 10 000 € à 9% en bourse. Au bout de 10 ans, j'ai 23 673 € et je touche 1 954 € d'intérêt par an. Reprenons le calcul. Désormais, si je paye ma piscine cash, il me reste 13 673 €, plus que mon capital initial. Mais on peut aussi décider de faire un emprunt avec remboursement de 2 000 € par an sur 5 ans. Ici, c'est notre capital placé qui va payer la piscine. À noter, le prix de la piscine aura probablement augmenté entre-temps avec l'inflation. On pourra alors pousser sur 6 ou 7 ans, si besoin, le prêt. Dans le premier cas, on n'a plus d'argent, mais on possède tout de suite notre piscine. Dans le second cas, on patiente, mais c'est notre investissement qui paye la piscine. Et ensuite, si on utilise le prêt après X années, une fois le prêt payé, on pourra récupérer nos 2 000 € et les réinvestir, ou alors même payer les charges de la piscine avec. Ce sont deux visions d'investissement différentes, entre guillemets la consommation immédiate ou la patience. Dans le même ordre d'idée, plutôt que d'acheter une voiture de marque allemande à 30 000 €, on peut acheter une voiture d'occasion pour 5 000 €, elle aura 4 roues et elle emmènera d'un point A à un point B, des vêtements sans marque, un téléphone portable milieu de gamme, plutôt qu'un téléphone à 1 000 €, ça envoie des SMS, ça passe des appels et ça va sur internet, etc. pour l'ensemble des biens matériels que l'on peut avoir. Toutes ces économies permettront d'investir dans des actifs qui généreront des nouveaux revenus. Si je devais résumer l'éducation financière en une phrase, je dirais: j'arrête la consommation et je passe à l'action. Bien entendu, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, il s'agit avant tout d'une réflexion globale sur la manière dont on souhaite utiliser son argent et son temps. Ne pas en profiter tout de suite, mais plus tard, ou l'inverse. C'est un choix de vie. Personnellement, je ne juge ni l'un ni l'autre. J'ai fait le mien. Je pense qu'une fois qu'on a assimilé ces différents principes, on comprend mieux pourquoi certains gagnent beaucoup mais n'ont rien, car ils dépensent tout de suite et sont même endettés, alors que d'autres, qui respectent ces principes, qui restent au final relativement simples et logiques, parviennent à se construire des beaux patrimoines avec beaucoup moins de ressources au départ. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.